Bien, donc on est parti. Donc si je me souviens bien, il y avait un petit 1 qui était définition générale sur les parcours, un petit 2 qui était fil et fil, c'est ça? C'était garanti du plan, c'est ça? Et donc un petit 3 qui va être. Donc là, ce truc-là est hors programme. Mais je peux pas en fait vous expliquer les parcours sans passer par ce petit truc-là. D'accord? Surtout pour vous expliquer le sens de ce truc-là. Donc un petit détour par les arbres. Ceci n'étant pas une référence au fait que je réunisse mes 3 passions en ce moment, la forêt, la solitude et l'informatique. Voilà. L'idée est la chose suivante. Alors donc, vous avez déjà croisé comme objet, s'il vous plaît là, focus, merci. Vous avez donc croisé comme objet abstrait les graphes, d'accord? Vous avez remarqué que depuis le début de l'année, on ne fait pas de Python, hein. D'accord? Voilà, ça va finir par venir, mais en fait, en vrai, c'est juste des objets abstraits. Les piles, les fils, vous n'en avez pas d'autres si je ne me trompe pas pour l'instant. Et donc, on en a un troisième qui sont les arbres. Alors en fait, une fois que vous aurez vu les arbres, il vous en restera plus beaucoup. Il vous restera, pour celles et ceux qui veulent faire l'informatique après, il vous restera les tas et une catégorie d'arbres, enfin une classification d'arbres, c'est les forêts. Donc après, on a plus grand chose dans ces histoires-là. Sauf si vous faites de l'IA, auquel cas vous avez les multilayers et tout le truc du gradient. Alors, un arbre, en fait, il y a plusieurs façons de le définir. Moi, comme c'est hors programme, je vais vraiment le faire de façon très très visuelle, pas rentrer dans les détails mathématiques forts. Un arbre, grosso modo, c'est un. Donc, ceci n'est pas à savoir, hein, mais un arbre est un objet constitué de. Alors, je vais reprendre le vocabulaire du graphe à dessin. De nœuds, d'accord? Donc, c'est pas le vrai vocabulaire des arbres. Tel que, alors en fait, il n'existe qu'un seul nœud sans parent, autrement dit qui n'a pas de branche entrante, on va dire. Il existe un nœud, un seul nœud, sans parent. Donc le vocabulaire, c'est ça. Et ce truc-là, ça s'appelle la racine. Et ensuite, tous les autres nœuds n'ont qu'un seul parent. Mais il peut y avoir par contre plusieurs descendants. D'accord? Alors dit comme ça a l'air un peu abstrait, mais c'est comme pour les graphes. Une fois qu'on va faire un petit dessin avec des bulles, vous allez voir que ça va être vachement plus simple. Donc vous prenez un nœud qui n'a pas de parent, d'accord? Et ce truc-là peut par contre avoir plusieurs enfants, d'accord? Et puis, bah, voilà, comme ça. Puis par exemple, celui-là, il peut en avoir deux. Voilà. Celui-là, il peut en avoir un. Celui-là, 0 par exemple. Celui-là, je sais pas, 3, 1, 2, 3, voilà. Je sais pas, ici, 1 et 1, voilà. Voilà un exemple d'arbre. Et là, vous comprenez tout de suite pourquoi ça s'appelle un arbre. Vous savez aussi que les informaticiens sont des gens qui vivent la tête en bas. Parce que pour eux, un arbre, ça pousse vers le bas. D'accord. Donc si vous le regardez à l'envers, ça fait vraiment un arbre. Mais là, on le fait vers le bas. C'est comme ça. Voilà. D'accord. Alors, la définition d'un arbre, a priori, c'est en fait simplement la définition du fait qu'il existe une racine et une relation d'ordre qui s'appelle et parent d'eux. D'accord, comme ça. Ça, c'est la définition théorique. Mais vous voyez en fait que la façon dont je l'ai représenté, ça pourrait tout à fait être quoi comme type d'objet? Un graphe, d'accord? En fait, ça, c'est un graphe orienté. Et au lieu de mettre par an, vous pouvez dire en fait finalement qu'il n'existe qu'un seul sommet qui n'a pas de branche entrante, d'accord? Et ensuite, tous les autres peuvent en avoir plusieurs, et sinon, il n'y en a forcément qu'une seule. Donc au maximum, un arc entrant, d'accord? Et sinon plusieurs. Donc ça, en fait, ça peut être décrit par un graphe. Ce qui est intéressant avec les arbres, d'accord? C'est qu'en fait, un arbre, forcément, ne peut pas avoir de cycle. D'accord? Si vous avez un cycle, ça signifie qu'à un moment donné, il y a un bouclage qui s'opère, d'accord, dans cette histoire, et donc vous ne pouvez pas avoir de cycle dans cette histoire. Donc en fait, ça c'est un truc assez intéressant, c'est qu'un arbre, en fait, vous pouvez toujours le présenter comme une espèce de graphe acyclique. Alors pourquoi je raconte ça? Tout simplement, donc en fait, un arbre
peut être vu comme un graphe acyclique. D'accord ? Alors, je vais prendre un exemple d'arbre un peu plus simple, mais pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je vais vous montrer comment les parcours, ça fonctionne sur cet objet-là d'abord, pour justifier leur dénomination. Et ensuite, on fera simplement un copier-coller et une toute petite adaptation pour passer des arbres au graphe. D'accord? Alors, en fait, un parcours d'arbre. Alors, vous vous souvenez de ce que c'est un parcours? Des petites définitions? Vous vous souvenez de ce que c'était? C'est écrit dans votre cours, vous allez retourner les pages. Voilà. Théoriquement. On est d'accord que c'est écrit dans votre cours? C'est même la première définition. Vous avez remarqué qu'on aime bien les définitions. C'est pas que moi. Donc un parcours, c'est quoi? Vous pouvez me le faire grosso modo. Vas-y, allez. Bah, ouais, je t'écoute. Ça m'a doublé. Je pars d'un sommet, je ne veux pas. Ouais. Et qui retourne la liste des sommets ici. C'est ça, d'accord? C'est un parcours. Alors dans un arbre, à votre avis, quel est le sommet de départ? C'est la racine en fait. Vous voyez très bien que si vous partez de n'importe quel autre sommet, vous êtes sûr de ne pas atteindre tous les autres. D'accord? Comme c'est orienté, vous ne pouvez pas remonter. Et globalement, vous êtes sûr de ne pas atteindre les autres. En particulier, ce sommet-là n'est pas accessible depuis celui-là. C'est celui-là qui est accessible. D'accord? Donc, un parcours d'arbre part de la racine. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un exemple sur un arbre relativement simple, d'accord? Pour qu'on essaie de comprendre comment ça fonctionne et pour vous sentir un peu l'algorithme, comment il marche. Alors, on prend par exemple cet arbre-là. Donc, je vais le mettre comme ça, d'accord? Je vais pas les numéroter, tiens. Il n'y a que celui-là, je vais appeler 0, d'accord? Voilà, qui va être ma racine. D'accord, voilà. Je prends un arbre comme ça et volontairement, je ne mets pas de numéro dans les sommets, ok? Et on va voir, et vous allez voir un peu psychologiquement, c'est rigolo parce que je pense que la classe se divise théoriquement en deux catégories. Je vais vous demander avec moi de numéroter ces sommets, d'accord? Dans l'ordre dans lequel vous pensez qu'il est naturel de les numéroter. D'accord? Alors, je suis presque prêt à faire un pari, surtout si vous avez appris à lire en Europe, que pour quasiment tout le monde, le numéro 1, c'est celui-là. Non, c'était de l'autre côté. C'est du milieu qui est tout seul parce qu'il est tout seul. D'accord, ok. Non, mais j'étais prêt à faire un pari. Ouais. On est d'accord. C'est pas très grave, pareil, hein, pour le coup, ça. Mais par contre, personne n'a choisi ça. Alors, ce qui est normal, parce que si vous sentez bien la définition du parcours, de toute façon, on ne va pas directement de là jusque là. Donc ça, c'est normal. D'accord? Je vais choisir celui-là pour l'instant, en m'excusant par ailleurs. Mais ça serait le 2 pour toi? Ou tu ferais ça par poids je sais pas, tu ferais 1, 2 comme ça, parce que celui-là, il est encore plus tout le monde. Alors ça suppose d'avoir une vision globale du problème. Il faut bien comprendre que dans un parcours, ça, c'est un truc hyper important en informatique de manière générale. Une machine n'a jamais de vision globale du problème. C'est sur ça qui est aussi fascinant dans l'IA, c'est que justement, on a l'impression qu'il y a une vision globale du problème. De ça, vous voyez que ça, d'accord? Cette couche-là, donc vous n'avez aucune idée de si c'est tout seul ou pas. Là où, à mon avis, il va y avoir une division dans la classe, c'est est-ce que je mets le 2 ici ou est-ce que je mets le 2 ici? En dessous, c'est... Vas-y, qui l'aurait mis là? Ok, qui l'aurait mis ici? Oui, belle division, d'accord? En fait, ce que vous êtes en train de faire dans ces histoires-là, c'est faire... Donc, en gros, la première partie de la classe l'aurait fait 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, puis 6, puis 7, 8, 9, 10. Un peu de choses près, d'accord? Ça, ça porte un nom, ça s'appelle un parcours en profondeur. Autrement dit, vous allez jusqu'en bas d'abord, de chaque embranchement, et ensuite vous passez à l'embranchement suivant. Ça s'appelle un parcours en profondeur, puisque vous vous enfoncez en profondeur dans l'arbre. La deuxième version, vous faites ça par bande, encore par niveaux horizontaux. Ça
s'appelle un parcours en largeur, pour exactement les mêmes raisons. Vous commencez à comprendre la logique de cette dénomination. D'accord? Parcours en profondeur, parcours en largeur. D'accord? Alors, il y a très peu de versions intermédiaires, tout simplement parce que d'un point de vue humain, vous savez que c'est en faisant ce genre de truc, en allant jusqu'au bout d'une possibilité, qu'on est sûr de ne pas en rater. D'accord? C'est pour ça que vous faites ça. Vous ne les prenez pas au pif en mode, tiens, on va faire ça, parce que si vous faites ça, vous êtes sûr d'en rater à l'arrivée. Okay. Donc on y va. Donc là, en fait, je vais vous expliquer. Donc pour l'instant, je m'arrête là, mais je l'enlève. Et je vais vous expliquer comment on implémente un algorithme, soit en profondeur, soit en largeur. Et vous allez voir en fait que la simple différence entre les deux, c'est juste un chemin d'objet. Donc je vais vous donner l'algorithme et on va vérifier sur cet arbre si ça marche et comment ça marche. On est d'accord là-dessus? Donc on y va. Je vais vous montrer comment ça part. En pseudo-langage, en espèce de mix Python, enfin voilà, un truc un peu dégueu. Et on va y arriver. Donc on propose comme parcours en largeur, on propose comme parcours, comme algorithme de parcours, le truc suivant. Alors on y va. Première étape, on se donne une liste qui au départ ne contient que le sommet 0, contient que le sommet de départ. D'accord? Non, pardon, une liste vide. Je vais commencer par une liste vide qui s'appelle S visité. D'accord? Donc ça sera ma liste finale. Grosso modo, à la fin, S visité me donnera l'intégralité des sommets que j'ai croisés durant mon parcours. Initialement, elle est vide. À la fin, elle devra contenir tout, puisque mon graphe est manifestement connexe. Alors, pas tout à fait, mais en tout cas, tous les sommets sont accessibles depuis la racine. Ensuite, on se donne... Oui. On se donne. Dis tout de suite que j'écris mal, je ne serai pas vexé. Donc ensuite, on se donne une pile. Une pile, d'accord? Et cette pile, je vais l'appeler affaire. Initialement vide. Voilà les deux objets dont j'ai besoin. Troisième étape avant de lancer la machine, d'accord? On empile le sommet 0 dans la pile que j'appelle affaire. D'accord? Donc dites voilà, il faut que je traite le sommet 0, vous le mettez dedans. Donc vous voyez que grosso modo on a deux objets, ce qu'on a déjà fait et grosso modo ce qu'il nous reste à faire. Et ensuite on a tant que affaire est non vide, donc on a du boulot à faire. Vous voyez le pseudo-langage là? Vous le traduisez en Python au fur et à mesure, d'accord? Vous mettez affaire, il y a liste vide, là, méthode de pile, carrément, c'est pas trop. Là, ça serait quoi en Python? Un petit while, d'accord? Et vous savez qu'avec les piles, vous avez une fonction qui s'appelle evide, donc while not, affaire est vide, et puis on enchaîne, d'accord? Eh bien, en fait, on dépile le sommet, on prend le sommet qui est en haut de la pile, d'accord? On l'ajoute à S visité. On regarde tous ces enfants, ou tous les sommets accessibles, et on les met dans la pile. Voilà, c'est tout. D'accord? Donc, on dépile. Donc ça vous donne un sommet S. On ajoute S à déjà vu. C'est ça, c'est déjà vu. Non, S visité, pardon. On ajoute S à S visité. Et ensuite, on empile tous ces enfants, pour l'instant. D'accord? Donc vous voyez qu'à la fin du premier process, si on fait la première itération, il y a trop de câbles, j'ai cassé la gueule. Vous voyez qu'au départ, il n'y a que 0. On va enlever 0, donc là la pile va être vide. Mais comme 0 a 3 enfants en l'occurrence, vous allez empiler ça, et donc à la fin de la première étape, la pile ne sera toujours pas vide.
Et vous allez recommencer, vous dépilez, etc. etc. D'accord? On est OK là-dessus? Voilà. Alors, cet algorithme-là, c'est pas tout à fait celui des graphes, mais ça va marcher. Petite remarque, il est fini tout simplement parce qu'en fait, vous ne retombez jamais sur le même sommet. Donc au fur et à mesure, en fait, le nombre de sommets qui rentrent dans la pile va être de toute façon borné par la totalité du sommet. En fait, en gros, la somme de ça, du nombre d'éléments là-dedans, plus le nombre d'éléments là-dedans, vaut au maximum le nombre de sommets. Et ça, c'est croissant. Donc forcément, on monte strictement. Donc forcément, au bout d'un certain temps, votre pile diminue. D'accord? En termes de preuve de finitude. Si on veut aller vite. On le fait pour voir ce que ça donne? Alors ça, c'est un truc que j'aime bien. Ceux qui ont déjà eu cours avec moi le savent. Un truc que j'aime beaucoup faire, c'est de faire tourner les algorithmes à la main. C'est une méthode que vous devez à un moment donné prendre. Si vous tombez sur un algo et vous ne comprenez pas exactement comment il fonctionne, en fait, vous le faites vraiment tourner en mode, bah voilà, je fais ça, que voilà comment mon objet va bouger, qu'est-ce qu'il va contenir, etc., etc. Bien sûr, c'est extrêmement fastidieux sur des objets très grands, mais si jamais vous tombez en concours sur un algo où vous ne comprenez absolument pas comment il marche, bah en fait, vous le faites tourner pendant 2 ou 3 itérations et très souvent, ça vous raconte en fait comment ce truc fonctionne. Vous dites, ah, mais en fait, c'est ça qui se passe, vous voyez les trucs, etc., etc. Donc là, c'est ce qu'on va le faire, et on va le faire complètement pour vérifier que ça marche bien. Donc, tout le monde comprend l'algo? C'est bon? On va voir si vous le pigez, on va... Ouais. Enfin, je sais pas, je suis pas sûr d'avoir compris à partir du tant que affaire est non vide. Bah en fait, c'est une boucle de temps que tu testes aussi à faire et non vide. Tu dépiles. Non, mais enfin, j'ai pas compris parce que de base elle est vide, non? Ouais. Donc elle est plus vide là. Donc ça veut dire ensuite il n'y a plus de sommet. Certes, mais on empile à la fin. Ah, ok, non, oui, c'est bon. Voilà. Mais il y a un moment donné, elle va finir par être vide, effectivement. Ouais. Voilà. On va le faire. On va le faire tourner. Alors comment moi je fais ça? À la main, bah, c'est simple, je me donne mes objets. Donc ça va être... j'ai quoi comme objet? J'ai S visité. D'accord, donc là ça va être une liste, d'accord? Voilà, je me prépare comme ça. Et ici, donc, je ne veux pas que vous notiez ce que je fais, parce que je vais effacer, mes objets vont tourner, je veux que vous regardiez comment ça marche, pour que vous sentiez comment ça fonctionne. Et j'ai ma pile ici, d'accord, qui s'appelle affaire, c'est ça? Ouais, affaire. Donc affaire, c'est une pile, d'accord, donc je vais la représenter comme une pile. On est d'accord que c'est les deux seuls objets que j'ai dans cette histoire, d'accord? Bon, moi je vais regarder comment ça évolue, et en même temps, donc je pars de ce graphe-là, et en même temps je vais numéroter les sommets dans l'ordre dans lequel je les croise, d'accord? Alors, et je vais leur donner des petits noms au fur et à mesure, histoire qu'on comprenne les choses. Donc, initialement, qu'est-ce qu'il y a dans S visité? Si vous prenez l'algorithme. Non, dans S visité, initialement, elle est vide, d'accord? Donc S visité est vide, et par contre, quand je rentre dans mon algorithme, j'ai en fait un premier étage avec le sommet 0, d'accord? Pour simplifier la lecture, je vais donner des noms random au sommet, histoire qu'on comprenne de quoi on parle, d'accord? Donc celui-là, je vais l'appeler M, celui-là, je vais l'appeler I, celui-là, je vais l'appeler L, celui-là, je vais l'appeler K, celui-là, je vais l'appeler E, celui-là, je vais l'appeler A, G, P et T, et R. Voilà. D'accord? Pas d'ordre, a priori, dans cette histoire. C'est juste pour savoir ce qui sort au départ. Alors, première étape, est-ce que affaire est vide? Conversion qu'on vient d'avoir, d'accord? Non vide. Donc en gros, je dépile 0. Ok? Et qu'est-ce que je fais? On le met dans S visité. Donc S visité, je vais avoir mon sommet 0 ici. Donc sans aucune forme de surprise, le premier sommet qui est visité, c'est la racine. Enfin jusque-là, j'ai pas fait grand-chose. Ensuite, je regarde tous ces enfants. Et je les empile. D'accord? Alors petite remarque, si vous travaillez sur un graphe, vous savez que les méthodes de type voisin, etc., il n'y a pas de garantie d'ordre. D'accord? Donc ça pourrait être MIL, comme ça pourrait être MLI, comme ça pourrait être LIM, d'accord? Là, ici, je vais le faire dans le sens de lecture conventionnel européen, mais ce n'est pas forcément obligatoire, d'accord? Donc on est d'accord que j'empile comme ça, donc je vais faire M d'abord, puis I ensuite, puis L ensuite, d'accord? J'ai sorti M d'abord, je l'ai empilé, puis I ensuite, je l'ai empilé, puis L ensuite, je l'ai empilé. On est d'accord? J'arrive donc à ce stade-là, fin de la boucle while, ma pile n'est toujours pas vide, donc je repars au départ. On est d'accord? C'est bon? Là, je vais aller un peu plus vite après. Qu'est-ce que je fais? On dépile, qu'est-ce qui sort? L. Donc on y va. Le deuxième qui sort ici, c'est L. D'accord? C'est celui-là. Il était numéroté en... Okay.
qu'est-ce que je fais? On met les enfants dedans, d'accord? Donc là j'empile, je vais avoir quoi? T d'abord, R ensuite. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je dépile, d'accord? Là on va aller un peu plus vite. Donc vous voyez que R sort, d'accord? Et c'est R qui arrive ici, en deuxième position. Ensuite, R n'a pas de descendant, d'accord? Donc, je continue, j'ai rien à faire, enfin je remets rien dans la pile, et là je vais donc dépiler ensuite. Il y a T qui va dépiler, d'accord? Donc T arrive ici, et donc c'est mon troisième élément ici. Qu'est-ce que je fais? T a un enfant, donc je rajoute P dans la pile, d'accord? Donc j'ai sorti T, donc il n'y a plus personne, voilà. S'il y avait I, ah c'était un I, même moi je ne sais pas lire. Donc je mets P ici, d'accord? Et je ressors P immédiatement à la boucle d'après. Donc P dégage ici. Et vous avez 4 ici. Qu'est-ce qu'on est en train de faire comme parcours là? Un parcours en profondeur. Vous allez en fait jusqu'à la profondeur de chaque branche avant de passer à la suivante. Okay. Une fois qu'on a exploré tout ça, vous voyez que tout ça est numéroté. D'accord? En fait, naturellement, vous allez passer à une autre branche. Et vous voyez qu'en fait, très naturellement, I est là, au bon endroit, à attendre son tour. Ok. Donc là, on va sortir I. I n'a pas d'enfant, donc ça va aller assez vite. On va sortir ensuite M, d'accord? Donc je vais avoir M ici, j'ai oublié de mettre le numéro, mais ça c'est 5 et ça c'est 6. Et si vous contrôlez la logique, qu'est-ce que j'empile derrière? G, puis E, puis K, d'accord? K va sortir en premier. On est d'accord? K, donc K ça va être le numéro 7. E va sortir en deuxième, ça va être le numéro 8. Avec E, on va empiler A, d'abord, puisque E a un enfant. A sort ensuite, c'est le numéro 9. Et ensuite, G sort, c'est le numéro 10. G n'a pas d'enfant. C'est terminé, ma pile est vide, l'algorithme s'arrête. D'accord? Magnifique parcours en profondeur. Le caractère en profondeur est sorti complètement naturellement, tout simplement parce qu'on a utilisé une pile. D'accord? Il n'y a pas eu de compliqué. Je ne me suis pas dit, ah oui, mais il faut que je fasse attention à bien descendre en faisant pas attention à aller à gauche ou à droite, machin et tout. En fait, comme vous rajoutez les enfants avant de traiter le voisin, forcément les enfants sortent avant le voisin. Parce que les derniers que vous avez rentrés sont les premiers à sortir. D'accord? Si vous êtes bien réveillé ce matin, comment je fais pour faire un parcours en largeur? On utilise une file. Parce qu'il faut en fait que les premiers qui soient rentrés soient les premiers à sortir. D'accord? Et en fait, la différence entre un parcours en profondeur et un parcours en largeur ne tient qu'à un seul truc. C'est ce que vous choisissez comme objet ici. Si affaire est une pile, vous faites un parcours en profondeur. Si affaire est une file, vous faites un parcours en largeur. Et sinon, l'algo, c'est le même à chaque fois. Il y a une nuance qu'il va falloir rajouter pour l'algorithme des graphes. D'accord? Déjà, je vais écrire ça, et ensuite, on va voir les problèmes. D'accord? Donc, en fait, cet algorithme constitue... J'ai besoin de vous le faire tourner, l'algorithme en largeur, ou... D'accord? Vous voyez, en fait, vous rentrez les voisins, puis vous les sortez immédiatement, alors que vous avez stocké les enfants qui sont derrière et qui attendent leur tour. Donc, en fait, j'efface tout ça, donc voilà, on est parti. Cet algorithme... réalise un parcours en largeur. Petite remarque, je vous invite à mettre CF vidéo ici, parce que je vous ai demandé de ne pas noter l'exemple, il y a une raison, mais si jamais quand vous révisez ça, vous vous demandez mais pourquoi, d'où ça vient, vous allez regarder la vidéo qui est en cours d'enregistrement maintenant. D'accord? Ça fera du bien. Oui. C'est pour voir si vous suivez. Voilà, c'est ça. Non. Oui. Je vous ai pas envoyé. Ah, j'ai oublié. Je vous envoie un mail tout de suite, ce week-end tout de suite, pour vous donner ça. Ce réalise un parcours en profondeur. Donc, je vais écrire le théorème. En plus, il y a moins de mnémotechnique, c'est plutôt cool. De manière générale, un parcours en profondeur est réalisé avec une
Petit moyen mnémotechnique sympa, profondeur pile. Ça marche pas avec l'autre, mais au moins celui-là ça marche. Et un parcours en largeur. En fait, ça marche, mais ça marche en franglais. Avec une file qui en anglais a le bon goût de se dire line. D'accord? Si vous voulez vraiment avoir un moyen mnémotechnique jusqu'au bout. C'est pas une obligation. D'accord? Alors cet algorithme-là, vous êtes d'accord que c'est ultra simple. Hein. Ça, je tiens quand même à ce que vous dézoomiez un peu sur le sujet. L'algorithme est hyper simple, d'accord, à mettre en place. Et vous voyez qu'on fait un parcours qui va, pour l'esprit humain, avoir une espèce de trajectoire globale. D'accord? Parcours en profondeur ou parcours en largeur. Alors que la machine, elle, ne connaît que ce qui se passe après. Et c'est simplement la magie de l'utilisation d'une pile ou d'une file qui fait l'algorithme. Ok? Avec un graphe, cet algorithme n'est pas tout à fait adapté. Pour une raison très simple, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit, on est sûr que ça se termine parce qu'on ne retombe jamais sur le même sommet. Vous vous souvenez de cette phrase? Est-ce que pour un graphe, je peux affirmer ça avec autant de certitude? Absolument pas, tout simplement parce que déjà, un graphe pourrait être non orienté, donc on peut tout simplement revenir en arrière. C'est-à-dire que les voisins d'un sommet, bah, ça peut être aussi celui d'où on est venu, et puis il peut y avoir un cycle, il peut y avoir plein de choses. Petite remarque, c'est la raison pour laquelle je passe par les arbres d'abord, parce que sur un graphe, vous voyez que les notions de profondeur et de largeur, c'est pas ultra clair en fait. Enfin, je veux dire, globalement, il y a aucun. Un arbre, c'est bien orienté, on comprend bien la notion de profondeur, il y a la racine, puis on s'éloigne, enfin, ça marche quoi. Pour un graphe, bof quoi. Il n'y a pas de nœud privilégié, de sommet privilégié, donc c'est pas forcément très intéressant. Donc pour un graphe, cet algorithme, on va devoir l'adapter un tout petit peu, on va juste devoir rajouter des contraintes pour être sûr qu'on ne reboucle pas. Le fait d'être sûr de ne pas reboucler, vous n'avez pas beaucoup de choix. Est-ce que vous avez accès au contenu de affaires? Est-ce qu'on a accès au contenu de affaires facilement? Non, pas du tout. Vous savez qu'une pile, c'est chiant. On doit tout dépiler pour tout réempiler. C'est ultra pénible d'avoir accès au contenu de affaires. Donc le seul objet auquel on a accès, dont on a accès au contenu, c'est S-visité. D'accord? Il y a plein d'implémentations possibles de ça. Une façon de faire, c'est d'avoir déjà le dictionnaire des graphes et de cocher les cases en disant ouais, je l'ai déjà fait, j'ai déjà vu, ou il est en cours de route. D'accord? Moi, je vais faire ça en mode très brutal. Je vais juste dire, en fait, je vais juste rajouter une ligne ici. Si quand je dépile S, il est déjà dans S visité, je fais rien. Tout simplement parce que ça veut dire que j'ai déjà mis ses enfants dans la pile et donc c'est en cours de route, quoi. D'accord? Et ici, c'est pareil. Pour éviter de surcharger la pile, quand je dépile les enfants, si jamais un des enfants est déjà dans S visité, je ne l'ajoute pas dans la pile. Parce que ça veut dire que j'ai déjà fait à un moment donné ou à un autre. Donc la modification de l'algorithme pour les graphes, c'est juste ces deux précautions-là pour éviter que votre algorithme ne boucle. Et donc en fait, vous transformez votre cycle en arbre d'une certaine façon. Vous coupez toutes les branches. Dans le parcours, vous coupez les branches qui vous ramènent à un truc que vous avez déjà croisé, globalement. C'est à ça que ça revient. Donc on y va. Donc là, je vais vous le donner vraiment en propre. On adapte ensuite cet algorithme au graphe pour éviter de boucler. Et donc garantir la finitude de l'algorithme quand même serait pas mal. Donc là, je vais vous le donner en entier. On va faire la même. Hein. Vous voulez que je l'écrive en... Non, je vous l'écris en pseudo-langage. Vous voulez en Python, pseudo-langage, vous voulez en quoi? Un peu les deux. Alors un peu les deux. En Python? Ok, d'accord. Donc je prends du bleu. Couleur du code. Donc on y va. Bon, on va faire ça. Hein. On va commencer par une belle chose. Donc je vous rappelle que pour un parcours, il vous faut un graphe, d'accord? Et il vous faut un sommet de départ, d'accord? Donc je vais appeler S0. Ce truc-là est censé retourner quoi en tout cas? Donc le graphe c'est d'une nature un peu bizarre. S0 peut être n'importe quoi, ça peut être des chaînes de caractères, des nombres, etc., etc. Par contre, vous êtes sûr que ça retourne quoi? Ouais, une liste, d'accord? Donc prenez l'habitude de typer vos fonctions
c'est plus propre. Donc on y va, niveau 1. On suit l'algorithme que j'ai effacé. On se donne d'abord une liste vide, d'accord? Donc je vais l'appeler déjà vu. Mais vous pouvez l'appeler parcours, vous pouvez l'appeler liste de trucs, enfin vous pouvez l'appeler comme vous voulez, quoi. Comment on fait pour créer une liste vide? Deux petits crochets qui se regardent gentiment, comme ça. Voilà. Donc ensuite, affaire. Et là, affaire, en fait, vous avez le choix. Soit vous créez... non, je ne l'ai pas appelé affaire, je l'ai appelé comment? Si je l'ai appelé affaire, c'est ça? Voilà. Vous avez deux choix. Soit vous utilisez une pile, soit vous utilisez une file, en fonction du parcours que vous voulez faire. D'accord? Donc en gros, soit c'est file vide, soit c'est pile vide, en fonction du parcours que vous souhaitez faire. On est d'accord? Je vais mettre ça en bleu. Petite remarque, c'est pas forcément ces nomenclatures-là. Si jamais vous tombez sur un parcours, vous vous adaptez aux fonctions qu'on vous propose. D'accord? Voilà. On est clair là-dessus? Vous comprenez pourquoi il y a deux choix? Enfin, c'est ce qu'on va dire juste avant. D'accord? Mais c'est juste pour vous faire sentir que c'est le même algo à 2 lignes près. Enfin, même à 1 ligne près, si vous donnez le même nom à je sors un élément et j'insère un élément, quoi. Voilà. Ce qu'on va faire allègrement. Une magnifique boucle while ici. Et donc, il faut tourner tant que affaire est non vide. D'accord? Vous avez une fonction qui vous raconte si c'est vide. Donc, c'est while not est vide affaire. On est OK là-dessus, c'est bon? Premier niveau, deuxième niveau. D'accord? Voilà. Je reprends ici mes deux niveaux. Hein. Voilà. Je vais faire être un peu plus fort. Voilà. Donc là, je suis encore dans ma boucle while. Vous voulez que j'énumérote les niveaux ou ça va? Non. C'est bon? D'accord. Pour l'instant, il n'y en a que deux. Ça va peut-être un peu bouger après. D'accord. Alors, tant que c'est pas fait, qu'est-ce qu'on fait si vous vous souvenez de l'algo? On dépile ou on défile. Enfin voilà, donc on va pop. D'accord? Littéralement. Je vais utiliser pop, comme ça, c'est un peu universel comme mot. D'accord? Donc là, en fait, je vais appeler ça S, par exemple. Non, on a oublié un bout quand même. On a oublié de rajouter S0 dans l'affaire, sinon là, ça ne marche pas. Excusez-moi, j'ai oublié un bout quand même. Donc, je vais faire insert S0 dans affaire. Si j'oublie ça, mon algo, il part pas. Il n'y a rien à refaire, donc c'est tout. D'accord. Donc, je prends une nomenclature un peu bâtarde dans le poly. Je suis sûr que c'est pas ça que j'ai fait, puisque j'ai fait ça avec des méthodes. Mais comme ça vous montrera plusieurs versions du même problème. Donc ensuite, on défile un sommet. S, ça va donc être pop de affaire. Je vous rappelle que pop fait deux choses. Ça sort le sommet qui est le premier à sortir, et ça l'enlève de votre objet. Soit de la file, soit de la pile. D'accord? Donc ce truc a une valeur de retour qui est le sommet qui est en train de sortir. D'accord? Et on va supposer qu'on a une fonction qui vous donne les voisins de S dans le graphe. Si vous n'avez pas ça, vous êtes mort, vous avez fait l'implémentation des graphes un jour dans votre vie, d'accord? Donc vous savez qu'il y a forcément cette fonction-là pour faire un parcours de graphe, sinon on s'en sort pas. D'accord? Et donc là on est parti. Et il faut rajouter par rapport à mon algorithme précédent la vérification que S n'a pas déjà été traité. D'accord? Donc, si S n'est pas dans déjà vu, autrement dit, si vous n'avez pas déjà croisé S, sinon vous avez déjà fait le boulot, c'est pas la peine de le refaire. Et il ne faut pas le refaire, sinon vous allez boucler. D'accord? Troisième niveau d'indentation, eh bien en fait, on fait un truc que je vais appeler, je sais pas moi, voisin. C'est égal en fait, alors non, je ne vais pas l'appeler comme ça, je vais l'appeler LV. Ça va être les voisins de S dans G. Donc je suppose qu'il y a une fonction voisin qui me raconte tous les sommets accessibles en un seul arc.
de S dans G, d'accord? Donc ça peut être voisin, ça peut être immédiatement accessible, enfin voilà, c'est toujours le même vocabulaire, vous vous adaptez, mais c'est ça le principe. D'accord? Et ensuite, on va donc ça c'est l'équivalent de enfant dans l'arbre, d'accord? Le vocabulaire enfant-parent n'existe pas dans un graphe, tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément de relation de descendance au sens littéral du terme, c'est ça l'idée. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Vas-y. Ouais, donc on les parcourt un par un. On vérifie qu'ils n'ont pas déjà été croisés. Et si ce n'est pas le cas, on les empile et puis c'est terminé. D'accord. Donc, for v in lv. Donc là, vous parcourez tous vos voisins un par un. D'accord. Même condition. If not v in déjà vu. Petite remarque pour celles et ceux que ça intéresse. Not s in ou s not in, les deux fonctionnent sous Python. D'accord? Moi, j'aime pas trop le not in, mais voilà. Ouais. Vous n'avez pas ajouté S à déjà vu? Enfin, après, Ici, tout à fait. Si, tu as entièrement raison. J'ai pas envie de modifier la pile, moi. Donc, insert, pardon, S a déjà vu. Si, tout à fait. Donc ici, vous rajoutez S a déjà vu s'il n'est pas dedans. Voilà. Sinon, ça ne va pas le faire. Je te remercie. Et si donc mes voisins ne sont pas dans déjà vu, vous les empilez, vous les mettez dans la file, d'accord? Et donc c'était... Ah oui, c'est pas insert, pardon. Je dis n'importe quoi en fait. Je suis fatigué ce matin, moi. Pardon. Ok, je la réécris entièrement, comme ça sera plus propre. Voilà, c'est bien. Ici, c'est une liste. Hein. Donc il y a une vraie méthode qui est quoi? Comment on fait pour ajouter un sommet dans une liste? Append, d'accord. Donc là, c'est déjà vu. Point append. S. Là, c'est bon. Voilà, c'est bon, j'y suis. Donc ensuite, for v in lv. If v not. Alors, j'ai not v in déjà vu. Eh bien, on fait, qu'est-ce que je raconte? Insert V dans affaire. Donc là, on est au 5e niveau de notation. Non, 4e. Non, 5e. D'accord. 5e, c'est ça. Mais en fait, ici, c'est terminé. D'accord. Puisque là, c'est la fin de ma boucle while. Et donc, ma dernière ligne de programme, c'est tout simplement celle-là qui est la fin de ma fonction. On doit retourner quelque chose quand même. Je rappelle que ma fonction est censée retourner une liste. Et on retourne quoi comme liste? C'est pas comme s'il y en avait des milliers dans l'algo quand même. Hein? Voilà, on retourne... Non, pas LV, non. On retourne déjà vu, effectivement. Qui est au niveau de l'orientation de la fonction. C'est vraiment en dehors du while. C'est une fois que vous avez tout fini le while, fini de vider la pile, fini de vider tout le monde. Vous finissez ça. Donc, ce qui m'importe dans cette histoire, c'est que vous compreniez bien... Est-ce que tout le monde comprend l'algorithme, comment il fonctionne? C'est pas un algorithme ultra compliqué par ailleurs, hein. C'est vraiment un truc très mécanistique. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez que la seule différence entre un parcours en largeur et un parcours en profondeur, elle est ici, dans le choix de l'objet que vous faites. Oui. Ouais. Bah là, dans la boucle for. Oui, tout à fait. Bah, quand tu fais un for in range quelque chose, tu définis pas i avant jusqu'à preuve du contraire. Donc à chaque fois, c'est for quelque chose in objet itérable. Tu crées la variable et tu affectes directement les diverses valeurs de l'objet itérable. C'est bon là-dessus? Donc ça, vous êtes censé savoir le coder tout seul, toute seule, comme des grands et grandes, d'accord? Vous êtes censé le reconnaître très vite, d'accord? Souvenez-vous de ce mot mnémotechnique qui finalement a le mérite de pas être compliqué, quoi, voilà. Profondeur pile, puis l'autre quoi, voilà, au pire. Ou largeur line si vraiment vous voulez aller jusqu'au bout. On est d'accord là-dessus? Sur ce process-là? Donc, en termes de parcours, c'est terminé, d'accord? C'est pas dur, vous aurez un TD mardi avec Madame Cousy sur le sujet où en fait je sers... Alors, pour le coup, faire un TD sur les parcours, c'est complètement inutile parce que c'est très faible, enfin, comme contenu. Par contre, j'en profite pour vous faire bosser beaucoup sur les piles
et les fils, ce qui me semble être un excellent exercice intellectuel. La semaine prochaine, on commence la dernière partie, le dernier paragraphe des graphes, d'accord? Je pense pas avoir le temps de... Enfin, surtout parce que c'est extrêmement important, et c'est assez... Enfin, c'est pas si dur, mais je suis pas sûr que j'arrive à le faire en 1 heure, je vais commencer à en parler aujourd'hui, mais ce que je vous demande pour la semaine prochaine, c'est d'apprendre par cœur votre algorithme de parcours, de bien comprendre comment il fonctionne, d'accord? Et vraiment, quand je dis apprendre par cœur, c'est pas uniquement savoir le coder bêtement, c'est aussi recomprendre la physique du problème. Donc vous pouvez faire exactement ce que j'ai fait là, vous prenez un arbre ou un graphe, d'accord, quelconque, hein, avec 5-6 nœuds, rien de méchant, et vous regardez comment le truc tourne pour vérifier que vous parcourez bien tout, que ça marche bien, etc., etc. D'accord? Ça c'est le premier truc. Donc, on en était où d'un point de vue structure générale de cours? C'était quoi? C'était un grand 1 parcours ou un... C'était un grand 1 parcours, c'est ça? Là, c'est un petit 3 hors programme, c'est ça? J'ai oublié le petit 4? Oui, j'ai oublié le petit 4, ok. Bon, bah, c'est pas grave. Bah oui, mais ça, c'est par programme pour le coup. Donc, quand même, bah, vous me mettez un petit 4, je sais pas où. Bah là, quoi, en fait. Petit 4, excusez-moi. Parcours. Ça, c'est pas en programme, c'est quand même le but du jeu. Ce qui est en programme, c'est les arbres, d'accord? C'est la notion d'arbre. Mais j'espère que vous comprenez pourquoi je vois pas comment je peux vous expliquer pourquoi ça s'appelle un parcours en profondeur, un parcours en largeur si mon test c'est qu'un arbre. Et à un moment donné, bof quoi. Voilà. Et c'était un grand 1 donc. C'était un grand 1, c'est ça? Un grand 2? D'accord. Le grand 2 s'appelle pile et fil. Structure. D'accord, ok, bon, le plan il est mort quoi. Ok, bon. C'est pas grave, je me suis assis sur mon plan comme d'habitude, c'est pas très grave. Non, il y a un grand axe qui s'appelle parcours, c'est ça. Ah non, ça va, c'est bon, ça va. Ok. Donc on passe au grand 2. Alors le grand 2, en fait, est l'objectif final de ce chapitre sur les graphes. De la même façon que les diagrammes potentiels pH, c'est l'objectif final de votre chimie minérale en sup, d'accord? Ça, c'est l'objectif final, le parcours sur les graphes. Ça tombe quasiment systématiquement au concours dès que ça parle de graphes. Et comme ça parle beaucoup de graphes, bah, ça tombe systématiquement au concours. D'accord. Grand 2. Alors, vous connaissiez déjà De Broglie qui s'écrit De Broglie, d'accord? Vous connaissez déjà Huygens qui se prononce Orens. Voilà. Et ben voilà, le troisième de votre scolarité. Voilà, je vous présente Dijkstra. Là, vous êtes plutôt content que ça ne se prononce pas comme ça s'écrit. D'accord? Voilà. Oui. Hein? Vous connaissez De Broglie. La relation de De Broglie. Vous avez vu ça en mécanique quantique quand même à un moment donné ou à un autre. Ça s'écrit De Broglie. Et Huygens, le modèle de Huygens, théorie ondulatoire de la lumière. À aucun moment donné, un de vos enseignants vous a dit le modèle ondulatoire de la lumière, ça s'appelle le modèle de Huygens. Je me rappelle qu'avant tout, je suis un prof de physique quand même, hein. Faut pas me la raconter 2 fois, quoi. D'accord. Et donc, théoriquement, derrière le modèle ondulatoire de Orens. Voilà. Parce que ça se pense pas à Huygens, mais on s'en fout, de toute façon, voilà. Donc, algorithme de Dijkstra. Si vous voulez vous souvenir comment ça s'écrit, c'est D-I-J-K, comme dans l'alphabet. Et après, Stra, comme ça se prononce pour le coup, d'accord? Le IJK, je suis pas responsable de cette histoire. D'accord, ouais. Alors, l'algorithme de... Et il y a un 2 qui manque d'ailleurs. Voilà, ça fait pas mal qu'il y ait un 2 dans cette histoire. L'algorithme de Dijkstra, c'était, jusqu'au mois d'août, l'algorithme le plus performant pour résoudre un problème extrêmement simple. Vous allez d'un point A à un point B dans un graphe. Quel est le chemin le plus court pour aller du point A au point B? D'accord? C'est l'algorithme qui est utilisé partout, dans Google Maps, dans Waze, dans tout ce que vous voulez, n'importe quelle application de trucs, c'était l'algorithme qui est utilisé. Je dis jusqu'à août parce que manifestement, une équipe d'informaticiens chinois a réussi à passer le mur de Dijkstra et a réussi à faire l'algorithme sur des probas qui est un peu plus rapide. Voilà. Donc ça a l'air compliqué. Je pense que c'est ultra compliqué. 50 ans pour passer le truc, je pense que l'algo est pas ça. Il faut que je regarde à un moment donné quand j'aurai le temps. Et pas la flemme, parce que pour le coup, ça a l'air compliqué. Donc, petit a, en fait, on va revenir sur la notion de plus court chemin. Je ne sais pas si Madame Cousy vous a déjà parlé de ça, de notion de plus court chemin ou... D'accord, moi, voilà, on va faire ça. Donc, soit un graphe,
Donc ce graphe peut être orienté ou non. On va supposer qu'il est orienté, mais en fait, je vous rappelle qu'un graphe non orienté, c'est comme un graphe orienté, mais avec systématiquement un arc dans un sens et un arc dans l'autre. D'accord? Et donc, ce graphe peut être orienté ou non. Et ce graphe, je vais le supposer pondéré, en se souvenant qu'un graphe non pondéré, c'est simplement un graphe où la pondération de n'importe quelle arête vaut 1. D'accord? Voilà. Ou à pondération uniforme de 1. D'accord? Voilà. Orienté ou non, pondéré ou à pondération uniforme de 1. Autrement dit, toutes les arêtes ont un poids de 1. D'accord? Voilà. C'est bon? Ou à pondération uniforme de 1? Oui, j'écris mal, c'est pas nouveau. Voilà. Donc, première définition, on appelle poids d'un chemin, pour aller d'un sommet à un autre sommet, la somme des poids des arêtes empruntées par ce chemin-là. Ça, vous l'avez peut-être vu avec Madame Cousy, cette définition. Je la remets. On appelle poids d'un chemin la somme des poids des arêtes empruntées par ce chemin. Voilà. Et deuxième définition qui est triviale. Vous avez remarqué quand même que les définitions dans les graphes, c'est quand même des définitions assez simples, au sens où elles sont très intuitives d'un point de vue vocabulaire. D'accord? Et on va appeler plus court chemin d'un sommet S0 à un sommet S1 un chemin de poids minimal entre les deux. D'accord? Voilà. On appelle plus court chemin entre S1 et S2 un chemin de poids minimal entre S1 et S2. Alors, vous êtes quand même en deuxième année de classe préparatoire scientifique et vous savez que c'est pas parce que je raconte qu'un truc est minimum que ce minimum existe. On est d'accord? C'est bon? Voilà. Et donc en particulier, il faut que je me pose les questions à ce stade-là de savoir si effectivement il est possible de trouver un chemin de poids minimal. D'accord? Et en fait, si vous réfléchissez un peu, c'est possible à une condition. Il ne faut qu'il n'y ait aucune pondération négative dans cette histoire. Autrement dit, il ne faut pas que vous puissiez gagner du poids ou remonter dans le temps quand vous prenez un chemin. D'accord? C'est ça l'idée. Vous avez le droit d'avoir des boucles, d'accord? Ça, c'est pas très grave. Mais par contre, il faut qu'aucune arête ne soit pondérée avec un coefficient négatif. Je t'écoute. Entre S1 et S2. Donc, ce minimum n'existe que si aucune pondération n'est négative. Alors plus exactement, ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut que tous les cycles dans le graphe soient de poids total positif. Autrement dit, que revenir à un point de départ ne vous fasse pas remonter dans le temps. D'accord? Sinon, je ne sais pas, imaginez par exemple, vous tombez un jour dans un rond-point magique à Melun, où quand vous prenez le rond-point, vous remontez de 10 minutes dans le temps. Vous êtes sûr que, quelle que soit l'heure où vous partiez, vous serez à l'heure de l'autre côté. Il suffit juste d'aller là, de remonter le temps suffisamment et puis de repartir dans le temps. D'accord? Donc en gros, il faut qu'il n'y ait pas de cycle de poids négatif dans cette histoire. Je maintiens ça comme un truc simple. Et donc c'est ça auquel on va se restreindre dans la suite qui se passera la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, je vous libère.